Bonsoir chers étudiants. Je vais essayer de vous présenter la solution du deuxième TD de physiologie animale, le TD qui normalement aurait dû avoir lieu la semaine passée, mais pour des conditions d'organisation, on n'a pas pu le faire. Là, on va le faire tout simplement et très brièvement, bien évidemment. Je vais commencer essentiellement et directement par le premier exercice, l'exercice numéro 1, et à travers lequel on devrait étudier l'effet Gibbs-Donan. Bon, cet effet-là, c'est un effet qui a été mis au point par deux physiciens, un physicien américain qui est Monsieur Gibbs et un physicien anglais qui est Monsieur Donan, et à travers lequel il voulait expliquer les phénomènes qui se passaient au niveau cellulaire et surtout au niveau donc de la membrane cellulaire. Et parce qu'au niveau de la membrane cellulaire, il y a un petit problème de différence de potentiel entre les deux compartiments de la membrane. Ils ont étudié cet effet-là et puisqu'ils ont pu l'expliquer de manière très claire et précise, on lui a donné le nom d'effet Gibbs-Donan. Ça va. Donc là, cet effet Gibbs-Donan, c'est un effet qui normalement explique un phénomène biologique bien déterminé qui se déroule au niveau de la membrane cellulaire. Mais pour le comprendre expérimentalement, les scientifiques vont bien évidemment utiliser du matériel expérimental. Donc pour mimer les deux compartiments entre la membrane cellulaire, ils ont utilisé un flacon qui est rempli d'une solution bien déterminée. Et ce flacon-là, il a été séparé en deux compartiments par une membrane dialysante. La définition d'une membrane dialysante est une membrane qui contient des pores qui ont une taille bien précise et qui permet le passage du solvant, également le soluté qui est de faible poids moléculaire. Au contraire de la membrane semi-perméable, c'est une membrane qui laisse passer uniquement le solvant. Donc là, dans le cas de la membrane dialysante, dans notre système, ça sera une membrane qui va laisser le passage qui va permettre plutôt le passage du solvant, également le passage des solutés qui sont de faible poids moléculaire. Et donc on obtient, après avoir séparé les deux compartiments par une membrane dialysante, on obtient un compartiment 1 et un compartiment 2. Maintenant, pour l'équilibre de Gibbs-Donan, pour parler de l'effet Gibbs-Donan, on devra parler de deux conditions expérimentales qui doivent être vérifiées lorsque le système est en équilibre. Ce système ne serait en équilibre que si le produit des concentrations des différents solutés qui sont diffusibles à travers la membrane dialysante dans le compartiment 1 doit être égal au produit des concentrations des éléments qui sont diffusibles et qui existent au niveau du compartiment 2. Donc la formule qui reproduit ce que je viens de dire, vous l'avez à votre gauche. Et puis voici un peu en fait ce que vous devriez comprendre. Si vous avez un élément 1 et 2 dans le compartiment 1, le produit de la concentration de l'élément 1 et la concentration de l'élément 2 doit être égal au produit de l'élément 3 et 4 dans le compartiment 2. Donc les deux produits des quatre concentrations de l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4 doivent être égaux. Et puis la deuxième condition qui doit être vérifiée pour parler de l'effet Gibbs-Donan, c'est la condition de l'électroneutralité. L'électroneutralité, ça ne veut pas dire que il faudra que le système en sa totalité soit neutre, mais il faudra que dans chaque compartiment, par exemple dans le compartiment 1, il faudra que la somme des charges positives dans ce compartiment-là soit égale à la somme des charges négatives dans le même compartiment. Et également pour le compartiment 2. La somme des charges positives dans le compartiment 2 doit être égale à la somme des charges négatives dans le compartiment 2. Et
voilà, donc dans notre exercice, on vous dit que vous avez un tel système, donc le système que je viens de décrire maintenant, contenant deux compartiments, 1 et 2. Et dans ce système-là, on a ajouté 4 milliéquivalents de NaCl, voilà. Et on a ajouté également 2 milliéquivalents de protéinate de sodium dans le compartiment 1. Et on a ajouté 4 milliéquivalents de NaCl dans le compartiment 2. Donc, si je reviens, regardez, on a ajouté 4 milliéquivalents dans le compartiment 1 et on a ajouté 4 milliéquivalents de NaCl dans le compartiment 2. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que ce système est en équilibre? Ben, essentiellement, il sera en équilibre parce que nous avons uniquement du NaCl et nous avons les mêmes concentrations de NaCl au niveau des deux compartiments. Maintenant, on a ajouté, d'après l'exercice, 2 milliéquivalents par litre de protéinate de sodium. Ça veut dire que nous avons ajouté une protéine qui contient du sodium, donc une protéine qui est liée au sodium. Donc là, si vous observez ce système-là, lorsque normalement les éléments vont se dissocier dans les deux compartiments, on va obtenir du sodium, on va obtenir des ions chlorure et on va obtenir des ions protéinates, donc des ions de notre protéine. Parce que tout simplement le tout va se dissocier et on aura des ions en solution. De première vue, si vous observez ce système-là, ben, c'est un système qui est en déséquilibre parce que nous avons beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de soluté dans le compartiment 1 par rapport au compartiment 2. Et c'est pour cela que ce système il va devoir évoluer vers l'équilibre. Et pour évoluer vers l'équilibre, il faudra qu'une quantité de soluté passe du compartiment 1 vers le compartiment 2 à travers la membrane dialysante. Et ils vont passer parce que tout simplement cette membrane va laisser passer les molécules de faible poids moléculaire. Dans notre cas, les éléments qui ont un faible poids moléculaire, ce sont les ions sodium et les ions Cl-, alors que la protéine ne peut pas passer à travers cette membrane, donc elle restera toujours dans le compartiment 1. Souvenez-vous très bien que les ions sodium et les ions Cl- seuls peuvent passer la membrane dialysante, alors que la protéinate, elle ne peut pas passer la membrane dialysante, donc elle va rester uniquement dans le compartiment 1. Donc pour arriver à l'état d'équilibre, parce que ce système actuellement n'est pas l'état d'équilibre, pour arriver à l'état d'équilibre, il faudra qu'une quantité de Na+, et de Cl- passe du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit que le système va évoluer vers l'état d'équilibre, donc l'état final, et on vous demande de décrire la cascade des événements qui contribuent à l'équilibre de Gibbs-Dunlap dans ce système-là. Voilà, donc on est à ce point, au point que les éléments sont plus concentrés au niveau du compartiment 1 par rapport au compartiment 2, ce qui va normalement induire le passage du sodium et du Cl- du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre. Donc, à l'équilibre, voici qu'est-ce qui va se passer. À l'équilibre, nous aurons une quantité de Na+, qui va quitter le compartiment 1 vers le compartiment 2, et cette quantité, on la note X, et on la reprend au niveau de la concentration finale de Na+, au niveau du compartiment 1. Donc on sait très bien que nous avons ajouté 4 milliéquivalents de Na dans notre compartiment. Ce sont les 4 milliéquivalents de sodium qui nous viennent du NaCl, plus 2 milliéquivalents de sodium. Les 2 milliéquivalents du sodium que nous avons ajoutés à ce niveau-là, ce sont les 2 milliéquivalents qui sont produites suite à la dissociation de la protéinate de sodium. Ok. Et puis finalement le moins X, c'est la quantité de sodium qui va quitter le compartiment 1 vers le compartiment 2 lorsqu'on va arriver à l'état d'équilibre.
Également, au niveau du compartiment 2, on aura également du sodium. Le sodium sera à 4000 équivalents parce qu'on avait ajouté 4000 équivalents de NaCl dans le compartiment 2. Et puisque le compartiment 2 recevra une quantité X de sodium lorsqu'on arrivera à l'état d'équilibre, on mettra 4 plus X milléquivalents de sodium qui se retrouveront dans le compartiment 2 à l'état d'équilibre. Pour les ions chlorures, c'est à peu près la même chose. Les ions chlorures au niveau du compartiment 1 nous parviennent uniquement du NaCl que nous avons ajouté. Donc nous allons retrouver uniquement 4000 équivalents d'ions chlorures dans le compartiment. Et également, les ions chlorures vont se déplacer du compartiment 1 vers le compartiment 2 parce que ce sont des éléments qui peuvent diffuser. Et donc lorsqu'on va arriver à l'état d'équilibre, on aura une petite quantité des ions chlorures qui doit passer du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et cette quantité qui va passer, la quantité X qui va passer, c'est en fait la quantité qui va être reçue par le compartiment 2. Maintenant, il faudra que vous notiez une chose, la quantité de sodium qui va passer du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre, elle est égale à la quantité des ions chlorures qui va passer du compartiment 1 au compartiment 2 à l'état d'équilibre. Parce que, si vous vous souvenez très bien, lors du premier TD, on avait dit que le Na+, et le Cl-, ce sont deux amis d'enfance, ils sont inséparables, et là où va le sodium, il sera suivi par les ions chlorures. Ça marche? Donc la même quantité de sodium déplacé va donner une même quantité de chlorure déplacée. Et puis finalement, au niveau du compartiment 1, on va retrouver la concentration des protéinates qui sera égale à 2 milléquivalents par litre et qui nous provient essentiellement de la dissociation des protéinates de sodium. Et ça sera donc 2 milléquivalents par litre. Voilà, donc là on a une idée sur les quantités, ou plutôt les concentrations en milléquivalents lorsqu'on va arriver à l'état d'équilibre au niveau des deux compartiments. Et maintenant, tout simplement, on va essayer d'expliquer quels sont les éléments qui vont intervenir pour que ce système arrive à l'état d'équilibre en respectant l'effet Gibbs-Dunning. La première condition dont nous avons parlé tout à l'heure, c'était la condition de l'équilibre de diffusion. Et la condition de l'équilibre de diffusion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faudra que le produit de l'ensemble des concentrations des éléments diffusibles, bien évidemment, le produit des concentrations des éléments qui sont diffusibles à travers la membrane au niveau du compartiment 1 doit être égal au produit des concentrations des éléments diffusibles à travers la membrane et qui existent au niveau du compartiment 2. Maintenant, les éléments qui sont diffusibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont uniquement les ions sodium et les ions chlorure, tant au niveau du compartiment 1 qu'au niveau du compartiment 2, alors que les protéinates ne le sont pas. Donc, pour vérifier la première condition, on aura la concentration du Na+, au niveau du compartiment 1 qui multiplie la concentration des ions chlorure au niveau du compartiment 1 doit être égale au produit de la concentration des ions sodium au niveau du compartiment 2 et la concentration des ions chlorure au niveau du compartiment 2. C'est la formule que vous avez en bas de votre diapositive. Maintenant, il faudra faire donc une application numérique pour déterminer tout simplement la quantité X qui va se déplacer du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et on va faire l'application numérique. Voici notre équation. À l'état d'équilibre, la concentration du sodium au niveau du compartiment 1 sera égale à 4 milléquivalents qui provient du NaCl, plus 2 milléquivalents qui provient des protéinates de sodium, moins la quantité X qui va se déplacer du compartiment 1 vers le compartiment 2. Ceci multipliant 4
milliéquivalents des ions chlorure qui nous sont nous ont été parvenus du NaCl moins la quantité X des ions chlorure qui va se déplacer du compartiment 1 au compartiment 2 suivant le mouvement du Na+. Et ce produit doit être égal à 4 milliéquivalents de Na+, plus la quantité X de Na+, que le compartiment 2 va recevoir, qui multiplie 4 milliéquivalents des ions chlorure, plus la quantité X que le compartiment 2 va recevoir, la quantité X en ion chlorure que le compartiment 2 va recevoir du compartiment 1 lorsqu'on arrive à l'état d'équilibre. Donc là, vous voyez très bien que X est la concentration d'ions diffusibles qui passeront de 1 vers 2 pour atteindre l'état d'équilibre. Voilà, donc en termes d'application numérique, on va tout simplement obtenir un X qui est égal à 8 qui divise 18 et qui est égal également à 4 neuvièmes. Donc la quantité, la concentration d'éléments diffusibles qui va passer du compartiment 1 au compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre, elle est de 4 sur 9 milliéquivalents par litre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 4 sur 9 milliéquivalents d'ions, sodium et chlorure, qui vont passer du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour équilibrer les concentrations entre les deux compartiments et ainsi arriver à l'état d'équilibre. Maintenant, cette première condition, en fait, c'est une condition qui est vérifiée et on a utilisé cette condition pour déterminer la concentration X des éléments diffusibles qui vont passer du compartiment 1 au compartiment 2 pour que nous ayons l'état d'équilibre entre les deux compartiments. Et on va utiliser cette quantité pour essayer de vérifier la deuxième condition. Donc la deuxième condition de l'effet Gibbs-Donan est que lorsqu'on sera à l'état d'équilibre, la somme des charges positives au niveau du compartiment 1 doit être égale à la somme des charges négatives au niveau du même compartiment, ça veut dire au niveau du compartiment 1. Et également, la somme des charges positives au niveau du compartiment 2 doit être égale à la somme des charges négatives au niveau du compartiment 2. Donc ici, ce que vous devriez retenir, c'est que pour parler de l'équilibre Gibbs-Donan, à l'état d'équilibre du système, voilà, c'est ça, à l'état d'équilibre du système, il faudra que le compartiment 1 soit électriquement neutre et le compartiment 2 soit électriquement neutre. Mais on s'en fout si il y a une différence de charge entre les deux compartiments. Pour nous, l'essentiel au niveau de cet équilibre-là, c'est que le compartiment seul, il doit être neutre électriquement et le compartiment 2 doit également être électriquement neutre. C'est ce qui a été décrit par les deux équations. Les sommes de charges positives et négatives doivent être égales dans chacun des deux compartiments. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que cette condition est vérifiée à l'état d'équilibre? Donc, au niveau du compartiment 1, à l'état d'équilibre, on va déterminer la somme des charges au niveau de ce compartiment-là. Donc, la somme des charges, c'est 4 plus 2 moins X. Vous vous souvenez très bien, donc la concentration des charges positives, c'est la concentration uniquement des ions sodium. Parce qu'au niveau du compartiment 1, les éléments qui sont positivement chargés, ce sont les ions sodium. Et la concentration des ions sodium au niveau du compartiment 1 à l'état d'équilibre, c'est 4 milliéquivalents par litre qui nous sont parvenus du NaCl. Les 2 milliéquivalents par litre qui nous sont parvenus des protéinates de sodium, moins le X. Le X était la quantité que nous avons calculée tout à l'heure lorsque nous avions vérifier l'équilibre de diffusion. Donc là, on remplace. Donc c'est 4 plus 2 moins 4 neuvièmes. Si vous faites l'application numérique, ça va vous donner finalement 50 sur 9 milliéquivalents par litre.
Donc la concentration des ions sodium au niveau du compartiment 1 à l'état d'équilibre, c'est 59e milli-équivalent par litre. Relativement aux charges négatives, les charges négatives au niveau du compartiment 1 nous parviennent essentiellement plutôt des ions chlorure et des ions protéinates. Donc de la protéine qui est chargée négativement et des ions chlorure. Et là, on va devoir faire le calcul des sommes. Normalement, c'est le 4 milli-équivalents par litre des ions chlorure qui nous parviennent qui nous sont parvenus du NaCl, moins le X, c'est la quantité des ions chlorure qui sont passés plutôt du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre, et les 2/4/9, c'est la quantité que nous avons calculée tout à l'heure. Là, j'ai oublié un plus 2, parce que le plus 2, 2 équivalents, donc en premier lieu, donc au début de la formule, mais j'ai rectifié après. Au début de la formule, il y a un plus 2 qui manque, il faut l'ajouter, c'est le plus 2 des ions protéinates. Donc là, c'est égal à 4 moins 4/9 plus 2. Là, vous retrouvez le 2 des protéinates, donc les protéinates qui ont une concentration de 2 milli-équivalents par litre. Pour l'application numérique, elle va vous donner finalement 59e, donc 50 sur 9 milli-équivalents par litre. En regardant ceci, on voit très bien que la somme des charges positives au niveau du compartiment 1 est égale à la somme des charges négatives au niveau du compartiment 1. Donc là, pour le compartiment 1, la condition de l'équilibre Gibbs-Donan, la deuxième condition de l'équilibre Gibbs-Donan qui est relative à l'électroneutralité, elle est vérifiée. Voyons voir si elle est également vérifiée au niveau du compartiment 2. De la même façon, on procède. La somme des charges positives au niveau du compartiment 2, elle est due essentiellement à la présence des ions sodium. Et là, vous faites le calcul. Les ions sodium au niveau du compartiment 2 à l'état d'équilibre, c'est 4 milli-équivalents de sodium qui nous sont parvenus du NaCl dissous dans le compartiment en premier lieu, plus la quantité X qui est arrivée du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre. C'est 4 plus 4/9, ça vous donne finalement 40 sur 9 milli-équivalents par litre de sodium, de charge positive présente dans le compartiment 2. Pour les charges négatives, ce sont les ions Cl- uniquement qui nous donnent des charges négatives au niveau du compartiment 2. Vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas présence de protéinates parce qu'on avait dit que les protéinates sont des macromolécules et ne peuvent pas passer à travers la membrane dialysante. Ça va. Donc là, on va faire l'application numérique. Ça va vous donner 4 milli-équivalents de Cl- qui parvient du NaCl qui a été dissous dans le compartiment, plus la quantité X qui est parvenue, la quantité de Cl- qui est parvenue du compartiment 1 vers le compartiment 2 pour arriver à l'état d'équilibre. Et donc ça vous donne finalement 40 sur 9 milli-équivalents par litre. Maintenant, si vous observez, la concentration des charges positives qui est de 40 sur 9 milli-équivalents par litre, elle est égale à la concentration des charges négatives qui est également de 40 sur 9 milli-équivalents par litre au niveau du compartiment 2. Et ainsi, on vérifie également cette deuxième condition d'électroneutralité dans le compartiment 2. Donc à l'état d'équilibre, nous avons une électroneutralité au niveau du compartiment 1 et une électroneutralité au niveau du compartiment 2. Là, on dit que nous sommes arrivés à l'équilibre de Gibbs-Donan. L'équilibre de Gibbs-Donan, c'est un équilibre qui est dynamique, si vous voulez, parce que tout simplement, si vous faites la somme, si on va s'amuser à faire la somme maintenant des charges au niveau des deux compartiments, au niveau du compartiment 1 et au niveau du compartiment 2, la somme des charges, voilà, donc vous voyez très bien que je vous ai mis une notification. Les charges ne sont pas réparties de manière égale entre les deux compartiments.
la somme des charges au niveau du compartiment 1, c'est 50 sur 9 pour les charges positives, plus 50 sur 9 pour les charges négatives. Donc nous avons 100 sur 9 milli-équivalents par litre. Et puis au niveau du compartiment 2, la somme des charges, c'est 40 sur 9 milli-équivalents par litre pour les charges positives, plus 40 sur 9 milli-équivalents par litre pour les charges négatives. C'est 80 sur 9 milli-équivalents par litre. Donc vous voyez très bien que le compartiment 1 contient plus de charges par rapport au compartiment 2. Ceci, vous devriez le comprendre. D'ailleurs, la différence de charge entre cette membrane dialysante, elle va induire une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez vu en biophysique. On vous a dit que normalement, dans les cellules, il y a toujours une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. Entre les deux, si vous voulez, entre les deux compartiments séparés par la membrane plasmique d'une cellule. Et cette différence de potentiel, c'est ce que vous avez nommé le potentiel de repos cellulaire. Cette différence de potentiel, elle est expliquée essentiellement par cet effet-là, l'effet Gibbs-Dolan. Donc vous voyez très bien que si vous allez faire la soustraction maintenant, si on va s'amuser à faire la soustraction du nombre de charges pour obtenir le nombre de charges additionnelles au niveau du compartiment 1, on va obtenir, tout simplement, on va faire 100 sur 9 moins 80 sur 9, ça va nous donner 2,22 milli-équivalents par litre qui sont des charges additionnelles au niveau du compartiment 1. Et le fait qu'il y ait ce nombre de charges additionnelles au niveau du compartiment 1 va faire qu'il y aura essentiellement une différence de potentiel entre le compartiment 1 et le compartiment 2. Maintenant, si on veut savoir à quoi correspondent les 2,22 milli-équivalents, ces 2,22 milli-équivalents obtenus, ils correspondent à quoi? Ces 2,22 milli-équivalents, si on les décortique, ils vont correspondre essentiellement aux ions protéinates qui constituent 2 milli-équivalents. Pourquoi? Parce que tout simplement, les protéinates ne sont pas des ions diffusibles, donc ils seront toujours en surplus au niveau du compartiment 1. Donc des 2,22, on va soustraire les 2 milli-équivalents des protéinates et on va obtenir 0,22 milli-équivalents par litre qui sont des charges retenues de manière nette au niveau du compartiment 1. Et le fait que ces charges soient retenues au niveau du compartiment 1 lorsqu'on sera à l'état d'équilibre n'est pas un événement qui est le résultat du hasard, mais c'est un événement qui est là parce qu'il y a une cause pour qu'il soit là. Et la cause pour qu'il y ait une rétention de 0,22 milli-équivalents par litre de soluté dans le compartiment 1 par rapport au compartiment 2 est due à la présence essentiellement de ces ions de protéinates. Parce que les protéines, ils ont un potentiel de retenir de l'eau, et ce potentiel de rétention hydrique exercé par les protéines va permettre également la rétention d'une certaine quantité de soluté. Et le fait qu'il y ait une rétention de cette quantité de soluté qui est essentiellement due à la rétention hydrique au niveau du compartiment 1 par rapport au compartiment 2 et qui est causée par la présence des protéines, on l'appelle la pression oncotique. Et cette pression oncotique, par définition, vous l'avez vu dans le cours, je le sais très bien, c'est la pression qui est due à la présence. C'est une pression osmotique qui est due à la présence des protéines dans un compartiment et qui permet la rétention hydrique dans ce compartiment-là. Et cette pression oncotique, elle a été étudiée par un scientifique qui est très connu, c'est Monsieur Starlin, et c'est lui qui a normalement produit son hypothèse, l'hypothèse de Starlin que nous allons voir dans l'exercice 2.
Dans cet exercice-là, c'est tout simplement une application physiologique de ce que nous venons de dire relativement à l'effet de Gibbs-Dunning, si vous voulez. Je reviens. Voilà, voilà, voilà. Cette pression oncotique, c'est également un élément essentiel dans l'explication qu'a donné M. Starlin aux différents phénomènes qui se déroulent au niveau des capillaires sanguins. Alors, Monsieur Starling, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que normalement, dans un capillaire sanguin, le capillaire sanguin, c'est tout simplement le plus petit vaisseau qui va s'infiltrer au niveau des tissus pour qu'il puisse alimenter ces tissus en éléments nutritifs et pour qu'il puisse également pour qu'il puisse récupérer tous les déchets métaboliques qui sont produits par ce tissu-là. Là, c'est un capillaire sanguin au niveau d'un lit capillaire, bien évidemment, et donc au niveau d'un tissu. Ce capillaire, il va être en contact direct avec le milieu interstitiel et qui, lui, tout simplement, sera également en contact direct avec des cellules du tissu en question. Là, vous voyez très bien, donc il y a des cellules, il y a le milieu interstitiel, vous avez le capillaire sanguin, et ce sont les éléments essentiels pour l'explication de l'hypothèse de Starling. Maintenant, si on s'amuse à diviser notre capillaire en deux pôles, un pôle artériolaire et un pôle vénulaire. Le pôle artériolaire du capillaire, c'est le pôle à travers lequel on va alimenter notre tissu par les éléments nutritifs, et le pôle vénulaire, c'est le pôle à travers lequel le capillaire va récupérer les déchets métaboliques tissulaires pour qu'ils puissent être réacheminés vers la circulation sanguine et donc et par la suite vers les reins pour qu'ils soient filtrés et donc éliminés. Le sang va donc passer à travers ce capillaire-là, et donc il faudra que les éléments nutritifs qui existent au niveau du sang, donc qui sont ramenés par le sang, il faudra qu'ils passent de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel, au niveau du pôle artériolaire. Et au niveau du pôle vénulaire, il faudra que les éléments que les déchets métaboliques qui sont produits par les cellules au niveau interstitiel, il faudra qu'ils passent du milieu interstitiel vers la lumière capillaire pour qu'ils soient acheminés vers la circulation sanguine, la circulation systémique. Donc là, ce qui va se passer, tout simplement, on va avoir la présence de plusieurs forces qui vont être impliquées pour permettre le passage des éléments nutritifs de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel et le passage des déchets métaboliques de l'interstitium, donc de l'espace interstitiel vers la lumière capillaire. Donc on va commencer par le pôle artériolaire dans lequel il y aura le passage essentiellement des éléments nutritifs de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Donc à ce niveau-là, on aura des forces qui vont tout simplement gérer ce passage-là. On va voir comment ça se passe. Le sang, c'est un fluide qui contient essentiellement qui contient des éléments figurés et qui contient également du plasma. Et le plasma est fait essentiellement de l'eau. Lorsque le sang arrive au niveau capillaire, ce qui va se passer, le sang il va essayer de pousser les éléments en dehors de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Et le fait que le sang soit essentiellement un fluide qui contient essentiellement de l'eau, il va exercer une pression hydrostatique sur les capillaires qui a tendance à pousser les éléments nutritifs de sortir de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. La flèche en blanc, elle vous représente la direction de la force de cette pression hydrostatique capillaire, notée PHC. P pour pression, H pour hydrostatique et le C en indice pour capillaire. Et au niveau du côté artériolaire, puisqu'à ce niveau-là, le sang vient relativement à grande pression, cette pression, elle est aux alentours de 40 mm de mercure. Au niveau du côté artériolaire également, il y a la présence
d'une autre force, c'est la force du milieu interstitiel à ce niveau-là. Et le milieu interstitiel, c'est également essentiellement de l'eau, et il va exercer également une pression hydrostatique, mais dans ce cas-là, c'est une pression qui a un vecteur de force contraire par rapport au vecteur de force de la pression hydrostatique capillaire. Donc, vous le voyez sur le schéma, la pression hydrostatique interstitielle, qui est de l'ordre de 2 mm de mercure et qui est très faible, bien évidemment, par rapport à la pression hydrostatique capillaire. Cette pression hydrostatique interstitielle notée PHI a tendance à pousser les éléments du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. Et puis finalement, on sait très bien que le sang, c'est un fluide qui contient au niveau plasmatique des protéines et qui contient des protéines à concentration constante, et ce sont des éléments qui ne peuvent pas diffuser à travers une membrane dialysante. Donc ils ne peuvent pas passer entre les cellules endothéliales du capillaire pour se loger au niveau du milieu interstitiel. Et ces protéines-là, on vient de le voir avec l'effet Gibbs-Donan, ces protéines, elles exercent une pression osmotique à travers laquelle le solvant du milieu interstitiel aura tendance de passer du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. Et donc, le vecteur de force de la pression oncotique qui est due à la présence des protéines au niveau capillaire aura tendance à tirer les éléments du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. La valeur de cette pression-là, il est aux alentours de 25 mm de mercure. Maintenant, relativement au pôle vénulaire, les choses vont changer. Tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, le sang a libéré un certain nombre d'éléments vers le pôle artériolaire et ce qui va se passer, il va perdre un peu d'eau et il va également libérer les éléments nutritifs pour que les cellules en bénéficient. Ce qui va se passer lorsque le sang va perdre un tout petit peu d'eau lors du passage des éléments vers le milieu interstitiel, on aura une diminution de la pression hydrostatique capillaire. Tout à l'heure, elle était de 40 mm de mercure au niveau vénulaire, donc au niveau du pôle vénulaire du capillaire. Elle devient égale à peu près à 10 mm de mercure. Voilà, donc pour la pression hydrostatique interstitielle, la PHI, elle est constante. Vous allez me dire non, elle n'est pas constante parce qu'il y a eu passage de l'eau de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel tout à l'heure. Et ce passage de l'eau va augmenter le volume du milieu interstitiel. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que ce passage de l'eau, donc lorsqu'il y aura de l'eau dans le milieu interstitiel, la majorité de l'eau va être normalement utilisée par les cellules. Et ce qui va rester, le reste va être acheminé par le système lymphatique, donc par les vaisseaux lymphatiques initiaux que nous avons vus dans le cours. Ce sont eux qui vont éliminer le surplus d'eau au niveau interstitiel pour que la pression hydrostatique interstitielle reste constante et égale à 2 mm de mercure. Et puis finalement, au niveau du pôle vénulaire de notre capillaire, la pression oncotique au niveau capillaire, elle restera également constante. Elle est égale à la pression hydrostatique au niveau artériolaire. Pourquoi? Parce que la concentration des protéines au niveau capillaire, elle est égale à la... En fait, au niveau du pôle vénulaire des capillaires, elle est égale à la pression elle est égale à la concentration des protéines au niveau du capillaire dans le pôle artériolaire. Donc cette concentration, elle est toujours constante
et elle n'est pas variable parce que tout simplement les protéines ne passent pas, je dirais, ne passent pas entre les cellules endothéliales, donc elle sera toujours constante. Voilà. Donc là, si on veut faire la résultante des différentes pressions, les pressions au niveau du pôle artériolaire et les pressions au niveau du pôle interstitiel. Donc là, vous notez les différentes valeurs et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, au niveau du pôle artériolaire, la somme pour déterminer la résultante, qui est la somme des différentes pressions qui ont lieu au niveau du capillaire et au niveau de son pôle artériolaire, ben, c'est la pression hydrostatique capillaire qui a tendance à faire passer les éléments nutritifs de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Ben, là, on lui a donné une valeur positive, ok? Ben, maintenant, les autres forces, je reviens, les autres forces ont des vecteurs qui ont des sens contraires par rapport à la force de la pression hydrostatique capillaire. Et ben, c'est pour cela qu'on leur a attribué des valeurs ou des signes négatifs. Donc voilà, c'est la pression hydrostatique capillaire. Et là, cette pression, comme je l'ai dit, elle a tendance à pousser les éléments nutritifs de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Et là, j'ai mis un moins pression oncotique capillaire parce que la pression oncotique capillaire, elle a tendance à retenir les éléments nutritifs et l'eau au niveau capillaire. Et la pression hydrostatique interstitielle, elle a tendance à pousser les éléments nutritifs du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. Donc les deux dernières pressions ont un sens contraire par rapport à la pression hydrostatique capillaire. C'est pour cela qu'on leur a attribué un signe négatif par rapport à la pression hydrostatique capillaire. Pour faire l'application numérique, donc ça sera 40 mm de mercure moins 25 mm de mercure pour la pression oncotique moins 2 mm de mercure pour la pression hydrostatique. Ça vous donne une somme des forces, donc une résultante qui est positive et qui est égale à 13 mm de mercure. Donc normalement, dans le côté artériolaire, mathématiquement, on a démontré que les éléments nutritifs et l'eau auront tendance à passer de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Parce que la somme des forces a une valeur positive, et cette valeur positive, ça veut dire que le sens du vecteur de cette pression-là a le même sens que le vecteur de la pression hydrostatique capillaire. Donc ça passe de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel. Dans le côté vénulaire, donc dans le pôle vénulaire, ce que nous obtenons, c'est à peu près la même chose parce que la pression hydrostatique capillaire a un sens différent par rapport aux pressions oncotiques capillaires et interstitielles. On fait l'application numérique en utilisant les valeurs des différentes pressions au niveau du pôle vénulaire et ça nous donne ça. Donc ça nous donne 10 pour la pression hydrostatique capillaire, moins 25, moins 2. Ça a donné une valeur qui est égale à moins 17 mm de mercure. Cette valeur-là, elle a un signe qui est négatif. Ça veut dire que son vecteur de force, son sens, c'est le même sens que le vecteur des pressions oncotiques capillaires et pressions hydrostatiques interstitielles. Et donc là, on aura normalement un déplacement du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. Ça va? Donc voilà, je vous ai représenté ici les résultantes des forces. Donc au niveau du côté artériolaire, on avait obtenu une somme des pressions qui est égale à 13 mm de mercure. Et c'est ça, c'était 13 mm de mercure, oui. Voilà, c'était 13 mm de mercure.
Et le fait que ça soit positif, ben, ça aura le même sens que la pression hydrostatique capillaire. Et le phénomène qui se passe à ce niveau-là, on l'appelle physiologiquement la filtration. Donc, lorsqu'il y a passage de nutriments et d'eau de la lumière capillaire vers le milieu interstitiel, le phénomène est baptisé, il est nommé la filtration. De l'autre côté, au niveau du pôle vénulaire du capillaire, ben, ce qui va se passer, c'est que les éléments auront tendance à passer du milieu interstitiel vers la lumière capillaire. Et à ce niveau-là, les éléments sont sous forme de déchets métaboliques cellulaires. Et ces déchets métaboliques cellulaires, lorsqu'ils vont passer du milieu interstitiel vers la lumière capillaire, ben, ils vont subir un phénomène physiologique que nous appelons la réabsorption. Donc ces éléments vont être réabsorbés au niveau circulatoire pour qu'ils puissent être réacheminés vers un autre organe de filtration qui sont essentiellement les reins, pour qu'ils puissent être excrétés ou rejetés vers le milieu environnant euh, euh, à travers les urines essentiellement. Voilà, donc sur ce, je vous remercie et au prochain TD, Inch'Allah. Merci, je vous remercie.